Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 4e soirée de la Semaine du cerveau. Cette Semaine du cerveau qui porte cette année sur le comportement adaptatif. Alors ce soir, une fois n'est pas coutume, on ne va pas trop parler de l'humain. On va plutôt s'intéresser à nos cousins les singes. Et on a la chance d'avoir deux experts dans ce domaine, Erika van de Waal et Thibaut Gruber. Alors je dois dire que je les envie beaucoup parce qu'en fait ils ont la chance d'aller observer les singes dans leur habitat naturel. Et donc grâce à ces observations sur le terrain, ils vont nous apprendre un peu plus sur l'intelligence des singes et aussi sur leur capacité d'apprentissage social et culturel. Nous allons voir aussi quelles sont les similitudes dans les processus d'apprentissage entre les singes et les humains. Et aussi, ces études vont pouvoir nous éclairer un peu plus sur notre propre intelligence et sur la manière dont notre culture est si unique. Alors, cette conférence sera donnée en tandem. Donc, je vais présenter nos deux intervenants et ensuite, je vais leur laisser la parole. Alors, Erika van der Waal est professeure assistante au département d'écologie et évolution de l'Université de Lausanne. Elle dirige un projet Inkavu Vervet en Afrique du Sud qu'elle a fondé en 2010. Donc, elle étudie spécialement les singes vervettes en Afrique du Sud. Elle étudie le comportement et la cognition d'une population de singes vervettes sauvages. Et le thème principal de ses recherches est la transmission sociale et les origines de la culture. Alors, Thibaut Gruber, lui, est professeur assistant à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Lui, il étudie plutôt les chimpanzés en Ouganda, donc on verra un peu des deux ce soir. Il est spécialiste de l'évolution culturelle qu'il étudie chez les humains, mais aussi chez les autres primates tels que les chimpanzés et les babouins. Et il est particulièrement intéressé par l'évolution de l'utilisation d'outils et du langage à travers des processus affectifs. Voilà, je leur laisse tout de suite la parole. Est-ce que le micro marche? Super. Bonsoir, bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous voir si nombreux ici ce soir. Voici Thibaut, je suis Erika et nous réjouissons vraiment de partager avec vous quelques résultats de nos aventures simiesques avec vous maintenant. Alors, je précise, on s'est donné le talk une seule fois, donc il y aura peut-être des équipes par endroit, mais c'était un petit peu un exercice de style, on avait envie de parler ensemble, parce qu'on voulait aussi, souligner les convergences qu'il y avait entre nos deux espèces. Mais comme on va parler un petit peu d'histoire aussi, on voulait commencer en discutant ce 30 juin 1860, où il y a eu un débat assez fameux au Musée d'histoire naturelle d'Oxford. Alors, vous pouvez ne pas regarder la citation, parce qu'en fait, cette citation, c'est une de celles que vous avez trouvées sur Internet, qui à peu près retrace ce qui a été dit, mais on n'a pas les mots exacts. Aucun ne le sait, mais on sait qu'il y a eu un débat très agité qui était sur la théorie de l'évolution de Darwin qui avait été publiée l'année d'avant. Et donc, ça opposait en particulier l'évêque Wilberforce et Thomas Huxley. Donc, Thomas Huxley, c'était un biologiste qui était un grand défenseur de Darwin, donc il était connu comme Darwin's Bulldog, et à un certain moment, pendant le débat, Wilberforce va lui demander s'il descend du singe par sa mère ou par son père. Et du coup, Huxley, qui ne voulait pas se laisser démonter, disait que s'il avait le choix entre avoir un singe pour ancêtre ou une personne dotée de grandes qualités et de grande influence, donc il parlait de Wilberforce bien sûr, si cette personne n'utilisait ses grandes qualités que pour ridiculiser une grande question scientifique, il préférait le singe de loin. Et il s'avère qu'en fait, aussi bien Darwin que Huxley avait raison. En l'occurrence, on parle de la famille parce que les singes sont notre famille. Donc c'est le taxon qu'on appelle les primates. Et vous avez ici trois représentants de trois familles différentes. Donc l'espèce, donc le vervet dont Erika parlera, les chimpanzés dont je parlerai, et tout à droite, pour ceux qui la reconnaissent, c'est Jane Goodall, donc la mère de tous les primatologues. Et en particulier, j'ai choisi cette slide parce qu'elle vous montre en fait notre arbre évolutif, et elle vous montre aussi à différents endroits quand est-ce qu'on a développé l'utilisation d'outils. Donc,
les premières cultures, etc. Et en fait, Darwin, dès 1871, donc dans son livre qui s'appelle The Descent of Man, il disait que la différence d'esprit entre l'homme et les animaux développés, finalement, n'est certainement qu'une différence de degré et non pas d'essence. Et cette phrase, elle est très intéressante parce qu'elle vous dit que dès le début, donc il y a plus de 150 ans maintenant, il pensait qu'il y avait cette connexion, et ça n'empêche pas de se dire que pourtant, il y a des différences qui sont assez massives. Si on regarde déjà les premiers, certains de ces silex qui sont magnifiques, ou les peintures de la grotte de Chauvet, ou le Taj Mahal, ou même des fusées, nous, on est capable de faire des choses que, clairement, les chimpanzés ou les vervets ne sont pas capables de faire. Et du coup, c'est un petit peu ce qui nous intéresse, tous les deux, c'est cette évolution des facultés qui sont propres à l'humain, et de se poser la question, quand est-ce que c'est apparu? Et on peut se dire, voilà, nous, on est humains, il y a une chose qui nous caractérise, c'est le langage. Mais le langage, à l'heure actuelle, on ne sait pas quand est-ce qu'il est apparu, et peut-être que les meilleurs moments, enfin, peut-être qu'à l'heure actuelle, on en discute, on a un énorme centre de recherche en Suisse en ce moment qui discute de ces questions. Peut-être il y a 300 000 ans, peut-être il y a 150 000 ans. Mais ça veut dire que si on a besoin du langage pour toutes nos facultés, ça veut dire que tous les ancêtres qui sont avant ça n'avaient pas ces facultés qui nous caractérisent. Ça peut être également potentiellement au niveau de ces premières cultures. Donc là encore, il y a des gros débats pour savoir s'il y a 3 millions d'années, s'il y a 1 million d'années ou autre. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on se pose. Et nous, en fait, en tant que primatologues, nous, on s'intéresse un petit peu à qu'est-ce qui se caractérise l'ancêtre commun entre les humains et certains singes. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de différences entre ces différentes espèces. Vous pouvez voir, par exemple, au niveau du cerveau, qu'il y a aussi des grandes différences. Et donc, moi, j'essaie de reconstruire ce qui se passait, finalement, entre l'humain et le chimpanzé. Et moi, je m'intéresse à du coup ce qui s'est passé entre les petits singes, donc, dont les vervets font partie, et l'humain. Donc, comme il n'y a pas de fossiles de comportement, c'est l'approche comparative, donc comparer différentes espèces de primates et nous. Si on a des comportements en commun, on peut du coup en déduire que l'ancêtre commun de ces espèces avait déjà ces facultés. Et donc, j'ai déjà juste mentionné le côté que je travaille sur des petits singes, parce que c'est vrai qu'en français, on appelle singes tous ces primates, alors qu'en anglais, il y a vraiment la distinction de monkey pour les petits singes et de ape pour les grands singes dont nous faisons partie. Et la grande différence anatomique, elle est ici. Donc, le petit singe a une queue et le grand singe n'en a pas. Si vous faites attention, la prochaine fois que vous essayez d'acheter une peluche de singe dans un magasin pour enfants, vous aurez très probablement un chimpanzé avec une queue. Et c'est vraiment le plus fréquent comme peluche de singe. Il y a d'autres différences anatomiques, comme vous pouvez voir là, sur la posture. Donc les petits singes, ils sont vraiment à quatre pattes et ils sont en équilibre grâce à leur queue. Alors que les grands singes, comme vous voyez là, ils sont vraiment en suspension, ils se suspendent beaucoup aux branches et ils sont aussi beaucoup plus à la verticale. Et ça, du coup, ça a des impacts sur comment est la colonne vertébrale, comment est le pelvis, mais aussi le fait que les grands singes ont des bras beaucoup plus longs que les petits singes. Donc chacun est vraiment adapté à son écologie. Et de mettre tout ça ensemble, peut-être qu'on perd un peu de granularité et que c'est bien quand même de garder les distinctions et qui a évolué pour quel environnement. Alors maintenant, on va vous présenter un petit peu les caractéristiques de nos singes préférés, j'ai envie de dire. Donc moi, les chimpanzés sauvages, donc ce sont des animaux qui vivent assez longtemps. Vous pouvez voir sur le terrain, c'est assez fréquent d'avoir des chimpanzés qui vont jusqu'à 40-50 ans, voire plus. En zoo, vous pouvez même avoir des chimpanzés qui ont 70 ans ou plus. Donc ils peuvent vraiment vivre très vieux. Vous avez également, les femelles ont en général un bébé environ tous les 4 ans. Et pendant une très longue période de temps, mais elle s'arrête à un certain moment. Donc on commence sérieusement aussi à se poser les questions sur l'existence de la ménopause, par exemple, chez les chimpanzés, qui est aussi quelque chose qui caractérise beaucoup, d'une certaine manière, les humains. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes. On a aussi le fait qu'il y a un très long développement. Donc, comme j'ai dit, un bébé tous les 4 ans, l'enfant doit apprendre beaucoup de choses et il continue à apprendre au-delà de ses 4 ans.
Il y a une autre chose qui est assez intéressante, dont on va pas mal parler, donc je l'ai mis ici pour le souligner, parce que c'est une différence avec Erika, c'est que chez les chimpanzés et les bonobos, la majorité des femelles vont émigrer à l'adolescence. Donc elles doivent aller dans une nouvelle communauté pour apprendre des nouvelles choses et pour se reproduire. Donc ça permet aussi d'avoir une diversité génétique. Enfin, les chimpanzés sont très connus pour être très intelligents. Ils utilisent de nombreux outils. Alors vous verrez dans ce talk que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les communautés. Puis je voulais vous montrer cette petite vidéo parce qu'elle est assez intéressante, parce qu'elle va vous illustrer aussi où va cette intelligence. Donc je vais vous faire la traduction ici pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc c'est une femelle qui est arrivée dans un endroit à Bossou où il casse des noix. Donc vous voyez son fils qui est en train de casser des noix. Donc il a les deux outils, donc il utilise un caillou pour casser la noix et pour manger à l'intérieur. Donc elle est en train de l'épouiller, et elle-même elle est en train de se faire épouiller. Et donc dans les sociétés chimpanzés, en général c'est réciproque. Donc vous épouillez quelqu'un, vous allez présenter une partie de votre flanc ou autre pour vous faire épouiller aussi. Donc vous voyez que elle va se faire épouiller, donc son fils bien évidemment laisse tomber les outils. Et là c'est la vidéo qui va vous montrer ce qu'elle fait. Alors, je trouve la vidéo, avec le ralenti, vous pouvez voir également que tout le monde voit cette espèce de sourire machiavélique qu'elle fait quand elle récupère les outils. Donc, on pourra en discuter après. C'est bien évidemment nous qui projetons notre interprétation de ça. Il y a plein de contextes à côté, mais je trouve que c'est assez amusant comme vidéo. Voilà. Alors, repartons sur les vervets. Ces petits singes qui sont très curieux. Ils lisent pas tous des livres de psychologie en français et à l'envers, hein, ça c'est assez une exception, mais ils sont vraiment connus pour être opportunistes, donc ils sont très curieux de n'importe quelle chose qui est nouvelle dans leur environnement, ce qui fait qu'ils sont très abondants, depuis l'Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud, dans plein d'environnements naturels différents, mais aussi dans des environnements ruraux, urbains, on trouve des vervets un peu partout. Une autre chose qui est super en tant que primatologue, c'est que c'est des singes qui sont des petits singes, qui ont donc la morphologie pour être bien sur les arbres, mais qui passent la majorité de leur temps au sol. Donc pour nous, observateurs, on peut se balader au milieu d'un groupe de vervets et vraiment observer en détail qui fait quoi. La durée de vie, on ne sait pas encore vraiment. Donc mon projet a commencé il y a 15 ans. On est les seuls à avoir fait une étude aussi longue sur des vervets sauvages. Et après 15 ans, les dernières femelles qui étaient adultes quand on a commencé sont mortes. Donc il nous semblerait que 20 ans, c'est déjà tard pour des singes vervets sauvages. C'est déjà bien vieux. Par contre, ici au Bioparc à Genève, j'ai pu travailler avec des vervets de 35 ans. Après, ces vervets ressemblaient à rien de ce que j'ai vu en milieu sauvage. Ils avaient la peau toute décolorée, ils tremblaient en ouvrant mes boîtes d'expérience et ils avaient un peu de la peau qui pendait un peu partout. Des choses que j'ai jamais observées en milieu sauvage, donc je pense que c'est vraiment la captivité qui peut les faire vivre aussi longtemps. Après, les vervets, eux, ils ont un petit par année. Et la femelle aura son premier petit normalement à 3 ans. Donc les générations vont très vite. Et donc c'est pour ça que si elles vivent jusqu'à 15 ou 20 ans, elles peuvent déjà avoir une bonne descendance qui les suit. Par rapport aux chimpanzés, donc on a cette différence de qui disperse à l'âge de se reproduire, donc qui change de groupe. Là, c'est les mâles chez les vervets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas qu'une fois à l'adolescence, ils le font plusieurs fois dans leur vie. Donc en moyenne, dans notre population, les mâles restent environ une année dans un groupe. Et après, la taille des groupes peut être très variable. Donc dans la population que j'étudie, on a eu le plus petit groupe, c'était 3 femelles. Le plus grand était plus que 80 individus. Après, la taille moyenne, c'est une trentaine de singes. Un autre aspect que j'aime beaucoup des singes vervets, là vous voyez un petit titre du 24 heures, c'est ces femelles alpha qui dominent les mâles. Donc chez les vervets, les mâles font environ 5-6 kilos, alors que les femelles font à peine 3-4. Ils sont bien plus musculeux, ils ont des canines plus grandes, mais malgré ça, les femelles, en tout cas, semblent être alpha dans 2/3 de nos groupes. Donc elles ont des stratégies pour être dominantes. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande ce livre qui est paru cette année, qui s'appelle Game Over, qui a été écrit par Lucia Sillig, une journaliste de la RTS qui m'a interviewée plusieurs fois à CQFD et qui cite plein d'études différentes en sciences, mais elle a un chapitre où elle parle du mythe du mâle alpha.
et où j'ai la chance qu'elle cite mes recherches sur les vervets. Et je raconte ici une anecdote de Samson, qui était un mâle que j'avais pendant ma thèse, que j'ai étudié son groupe pendant 4 ans. Et il est resté dominant tout le long. Et c'était un mâle qui était tout maigrichon et bossu. Et quand je l'ai vu la première fois, j'étais sûre qu'il n'allait pas tenir longtemps. Et en fait, il avait plein d'autres qualités. C'était un mâle qui passait plein de temps à épouiller toutes les femelles, plein de temps à jouer avec les petits, à être vigilant pour les prédateurs. Et du coup, dès qu'un autre mâle plus grand essayait de venir, il avait 3, 4, 5, 6 femelles derrière son dos qui l'aidaient et qui faisaient des coalitions. Donc n'importe quel gros mâle n'avait aucune chance de rentrer dans le groupe. Donc des fois, c'est peut-être plus des qualités sociales qui font un bon mâle alpha que juste d'être la force brute. On va passer maintenant à un petit peu vous présenter nos field sites, enfin nos sites de recherche. Et pour le coup, donc, moi je voulais juste vous montrer où est-ce qu'on retrouve les chimpanzés, parce que ça reste une espèce en voie de disparition. On a à peu près 200 000 chimpanzés qui restent dans le monde, et c'est plusieurs différentes sous-espèces. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi inclus les bonobos dans le mix, mais c'était juste pour montrer que nous, nos chimpanzés, que vous pouvez voir déjà tout à droite, en fait, on est complètement à l'est, le plus à l'est possible qu'on peut être pour les chimpanzés, quasiment. Et là où je travaille, ça s'appelle le Bugoma Primate Conservation Project, que j'ai cofondé avec ma collègue Kato Beiter, que vous avez en photo ici, et toute notre team de locaux, donc de personnes qui viennent d'Ouganda, qui habitent dans les villages environnants et qui travaillent avec nous depuis maintenant 10 ans. Donc vous avez notre camp dans la forêt, vous avez des chimpanzés, une photo de chimpanzé, une photo également de petits singes qu'on appelle le mangabé d'Ouganda. Vous avez par exemple les belles photos des arbres qu'on a encore. Et vous avez aussi quelques particularités. Par exemple, nos chimpanzés sont connus pour le fait qu'ils font énormément de nids sur le sol. Donc normalement, les chimpanzés, ça fait ses nids tous les soirs, donc son lit tous les soirs dans les arbres. Et en fait, nous, on a 20% des nids qu'on trouve qui sont au sol, comme des gorilles. Donc c'est une spécificité culturelle qu'on a découverte et qu'on continue à étudier maintenant. Alors là, je vous emmène en Afrique du Sud. Si je bouge le curseur, simple. Voilà. Là, hop, on la voit pas. Ah, la petite croix rouge, si vous arrivez à la voir tout en haut, je ne crois pas que vous arrivez à voir le pointeur non plus. C'est là où on les étudie. Le projet s'appelle Inkavu Vervet. Inkavu, ça veut dire singe en zoulou, parce qu'on est dans la province du KwaZulu-Natal. Et là, ce que vous voyez, c'est une photo aérienne en fait, de la réserve où j'étudie les singes. Et chaque cercle de couleurs, c'est un des 7 groupes que mon équipe suit presque au quotidien. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a une rivière qui coule au milieu, donc l'environnement est très similaire, et les groupes se chevauchent beaucoup, les mâles migrent entre les groupes, donc génétiquement, c'est vraiment une population, et l'environnement est très similaire. Donc si on a des différences entre ces groupes, c'est très probablement qu'ils ont appris socialement différentes choses qui se propagent d'une génération à l'autre. Et du coup, dans cette population, j'ai environ 250 singes qui sont maintenant habitués à nous et qu'on suit pratiquement au quotidien. Donc voilà la ferme du projet au milieu de la savane où est mon équipe. Et il y a 4 groupes de singes qui se chevauchent avec l'endroit où on loge. Après, voilà, on les suit comme ça, c'est une savane un peu boisée. On a plein d'autres animaux sympathiques, comme les girafes, les éléphants, les servals, qui se baladent aussi par là. Et c'est une équipe, du coup, multiculturelle, avec la moitié de Sud-Africains et la moitié d'internationaux, une quinzaine de personnes toute l'année qui est sur place. Et puis, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la socialité et puis les capacités cognitives, l'intelligence de ces petits singes. Alors, comment est-ce qu'on les étudie? Donc, on fait juste des observations naturelles. Donc là, vous voyez mon postdoc Ntaki qui est en train de suivre un singe. Autrement, on collecte des échantillons. Donc là, je viens de collecter la crotte d'un singe pour des études soit de génétique, soit savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont mangé avec de l'ADN environnemental. On peut retrouver aussi les différentes plantes qu'ils ont mangées. On fait des fois des captures sur les singes vervets où là, on prend différentes mesures, du sang, des poils, un petit bout de tissu. Et ça nous permet, par exemple, de mettre ce genre de collier. Ça, c'est un collier GPS qui a aussi un accéléromètre dessus qui nous permet de suivre les mâles quand ils migrent, quand ils changent de groupe. Parce que nous, on arrive à suivre les groupes, mais suivre un singe tout seul dans la savane, c'est impossible. Donc, cette technologie nous permet de faire ce genre de suivi.
Et l'autre approche qui est vraiment assez unique de mon étude sur les vervets, qui sont du coup une espèce pas en voie d'extinction, c'est qu'on peut faire beaucoup de différents types d'expériences avec eux. Donc là, ce que vous voyez en haut, au centre, c'est une sorte de boîte puzzle qu'on peut contrôler avec une télécommande, quel côté s'ouvre, suivant qui est le modèle. En haut à droite, vous voyez un gros robot à 4 pattes qui a essayé de se faire tolérer par un groupe de singes et qui pouvait filmer à 360 et faire un réseau de proximité des singes autour de lui. Et puis là, en bas, je vais vous lancer la petite vidéo. Donc ça, c'est le premier jour qu'on a amené cet écran tactile dans le groupe de Nora. Et là, vous avez Ouagadougou, le mâle dominant du groupe, qui a déjà compris qu'il doit toucher le carré bleu et pas le reste de l'écran pour avoir droit à la récompense. Et donc, on essaye vraiment d'adapter des expériences qui sont faites normalement qu'en zoo ou en laboratoire au milieu sauvage pour vraiment pouvoir en savoir plus sur leur capacité cognitive et vraiment pouvoir comparer des populations sauvages aux populations captives. Alors, on me demande si ça marche plus. Donc, en fait, ils ont le droit qu'à un certain nombre d'essais pour pas qu'ils fassent que de manger du maïs. Et du coup, il y a assez de maïs dans le pellet dispenser, comment on dirait ça en français, le tourniquet qui distribue, il est bien rempli. Et donc, il n'y a pas de problème de quantité de nourriture. Et pour vous montrer comment on fait une expérience sur le terrain, maintenant je vais vous montrer un petit film qui explique d'autres manières de tester ces singes vervets. Et ça, c'est plutôt sur les origines du langage. La savane africaine est un endroit dangereux. Ici, de nombreux prédateurs cibleraient un singe imprudent. Ils attaquent tous de différentes manières. Les singes ont donc besoin de réponses différentes pour éviter d'être mangés. On trouve des singes vervets dans toute l'Afrique australe. Et ils ont mis au point un système élégant pour assurer la sécurité de toute la famille. Une expérience devrait vous montrer comment. Voici Stéphanie et Erika. Ce sont des scientifiques qui étudient les vervets ici, en Afrique du Sud. Elles ont construit un lien important avec les singes et avec un peu de matériel, elles peuvent parler aux animaux. Si cela se déroule comme prévu, les vervets courront à couvert et plongeront dans l'arbre le plus proche. Un bon début, mais il y a encore mieux. Il est temps de répéter l'expérience, mais cette fois, ils devraient réagir différemment. Ils se tiennent tous sur leurs pattes arrière et ont l'air plutôt nerveux. Alors, qu'est-ce qu'on a testé là? En fait, on a rejoué des cris d'alarme que les singes font quand ils voient qu'il y a un prédateur. Et donc, le premier cri, qui était plus comme un aboiement, c'est quand ils ont un prédateur terrestre, qu'on appelle le cri pour les léopards, c'est un des prédateurs terrestres. Et le deuxième cri, là, quand ils se mettent sur deux pattes et qu'ils font des ça, c'est pour les serpents. Et du coup, ils restent immobiles parce qu'ils essayent de voir où est caché le serpent. Et s'ils n'arrivent pas à le voir, ils vont regarder celui qui crie, parce que lui devrait regarder en direction du serpent. Et ça, c'est des méthodes de communication qui permettent du coup à tout le groupe de vervets de rester en sécurité et d'éviter un maximum les prédateurs, parce qu'ils en ont pas mal dans la savane.
Alors chez les chimpanzés, on n'a pas spécialement trop ce genre de cris parce que d'une part, les chimpanzés sont quasiment l'espèce la plus dominante dans la forêt, donc ils ont très peu de danger, même si les léopards dans certaines forêts sont dangereux. Par exemple, pour les miens, on n'a pas de lion, on n'a pas de léopard, donc en général, les chimpanzés n'ont pas trop de problèmes, mais ils n'aiment pas les serpents non plus. Et vous avez cette vidéo qui est assez amusante. Donc c'est une expérience qui a été faite par certains de mes collègues, donc Roman Wittig et Kathy Crockford, où en fait ils mettent un faux serpent et ils essaient de voir comment le chimpanzé va réagir et s'il va communiquer avec un autre individu que vous n'allez pas voir sur la vidéo mais qui arrive derrière. Ça c'était le serpent. Est-ce que vous entendez le bruit? Ok, donc là il en fait plusieurs de manières à vraiment avertir en fait son collègue. Et en fait avec Kathy Crockford, on s'est mis, parce que moi à la même époque j'ai étudié d'autres who, donc ce que vous avez entendu c'est une vocalisation qu'on appelle un who. Et en l'occurrence, vous avez des who différents avec des contextes différents. En particulier, on en a 3 qu'on connaît très bien. Vous avez le who de repos, que vous entendez ici. D'accord ? Donc c'est vraiment le bruit que vous faites quand vous vous écroulez sur le sofa le vendredi soir après le boulot. Hein. C'est exactement pareil. Vous avez également le who de voyage. Donc ça, c'est plus quand vous allez siffler gaiement en voyage. Je le refais. Ok. Et donc le ou d'alerte que vous avez entendu déjà, que je vous remets ici, voilà, qui est un petit peu plus ce qu'on appelle high pitch, donc qui est plus haut en termes de fréquence fondamentale et qui permet aussi d'alerter les autres individus qu'il y a un danger. Donc la question, on pourra en discuter après, si c'est à quel point c'est connecté au langage. Il y a plusieurs problématiques telles que la référence ou l'intentionnalité de la production qu'on peut discuter. C'est des choses qu'on connaît. Alors les vervettes, ça a été vraiment instrumental pour la plupart des primatologues pour les exemples justement de ce qu'on appelle comme signification ou meaning. Avec les chimpanzés, on a aussi développé tout ça depuis une vingtaine d'années à peu près. On pourra discuter à quel point c'est connecté avec le langage humain, mais en attendant, j'ai laissé un point d'interrogation parce que l'intérêt c'est aussi de reconstruire qu'est-ce que cet ancêtre commun, que ce soit avec les vervets ou avec les chimpanzés, avait en termes de langage. Alors maintenant, on va parler un peu plus de notre spécialité à tous les deux, qui est en gros la culture des singes. Et en particulier, je vais vous présenter une expérience que j'ai faite et que j'ai développée pendant ma thèse, qui s'appelle l'expérience de la trappe à miel. Et vous pouvez voir comment c'est fait sur le terrain. Donc je trouve... À l'origine, je trouvais un arbre qui était tombé dans la forêt. Je faisais un trou dedans, je mettais du miel. Et l'idée, c'était d'exposer des communautés différentes qui ont des connaissances culturelles différentes. Donc, connaissances culturelles, on parle d'informations qui est transmise socialement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un individu exprime parce qu'il a les gènes pour le faire, ou ce n'est pas quelque chose parce qu'il va faire un comportement juste en réaction à, par exemple, une modification de l'environnement. Il faut qu'il l'apprenne de quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, j'ai travaillé dans 2 communautés où on savait qu'en fait, ils avaient des utilisations d'outils différentes. Donc, vous pouvez voir que la communauté en jaune, elle ne connaît que l'utilisation de feuilles pour faire ce qu'on appelle des éponges de feuilles. Et ça, tous les chimpanzés en Afrique, quasiment, qu'on a étudiés, utilisent ces éponges de feuilles pour récupérer de l'eau. Par contre, à gauche, vous voyez que la communauté rouge utilise également ces feuilles, mais elle utilise également des bâtons. Et on les a vus utiliser ces bâtons à la fois pour récupérer de l'eau ou du miel. Donc en fait, comme l'a dit un de nos collègues, c'était un peu des différences culinaires. Par exemple, les Japonais utiliseraient des baguettes pour manger du riz, alors que nous, Européens, on va plutôt utiliser des cuillères ou des fourchettes. Et donc je vous disais, soit on trouve un arbre, soit il faut suivre les individus et établir une expérience devant eux, donc mettre une expérience devant eux. Et vous pouvez voir qu'on fait ça comme ça, en fait. On attend de trouver des individus qu'on veut tester et on va les suivre. Donc là, vous avez cette vidéo. Donc je suis assis dans la forêt, donc il y a Night qui est terriblement intéressé par ce que je suis en train de faire et qui me regarde. Donc moi, je fais semblant de l'ignorer. Et elle va continuer à marcher. Et donc vous allez voir sa mère, Nambi, qui va la joindre sur le terrain. Et moi, je suis en communication avec mon walkie-talkie, avec mon assistant. Okay, now Night is moving towards your direction. That's my direction? Yes, now we are walking towards you.
Donc vous verrez après la conséquence. Mais alors, ce genre d'expé, ce que ça nous donne, je vous montre les deux communautés différentes. Donc toujours à gauche, c'est la communauté rouge, à droite, c'est la communauté jaune. Et vous voyez qu'à gauche, ils ont des bâtons dans leur bagage culturel. Et donc la femelle Wilma, là, directement, va prendre un bâton pour récupérer le miel. À côté de ça, Hawa va prendre un bâton. Et le bâton, en fait, il s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, c'est les feuilles. Et avec ça, il va les rouler dans sa bouche pour en faire une éponge pour récupérer le miel. Donc comme ça, on a pu démontrer avec cette étude qu'avec exactement la même expérience, vous pouvez avoir des chimpanzés qui se comportent de manière complètement différente. Et il y a uniquement 200 km entre les chimpanzés. Donc ce n'est pas des différences génétiques entre les deux populations, c'est vraiment des différences de connaissances. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir ce qui se passe à Budongo, si un jour donc la communauté jaune, si un jour ils ont réussi à développer l'utilisation de bâtons. Et donc ça, c'est une expé tout à fait révélatrice. Donc c'est Night, la petite chimpanzé que vous avez vue tout à l'heure. Donc là, je lui fais une autre expé, où là, elle a de nouveau, elle doit extraire le bâton. Et donc, vous voyez, elle extrait le bâton, elle va sucer l'extrémité du bâton, il y a du miel dessus, super. Et ensuite, elle va jeter le bâton, et puis elle va se dire, comment je vais récupérer le miel ? Donc, après 25 ans, donc j'ai commencé en 2009, donc ça fait 15 ans, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais donc au bout de 15 ans, on continue à avoir des étudiants qui sont sur le terrain à essayer ce genre d'expérience, et les chimpanzés de Budongo sont absolument incapables de développer l'utilisation de bâtons, donc c'est vraiment quelque chose auquel ils ne pensent pas et qui ne fait vraiment pas partie de leur culture. Et alors, la même expérience sur les vervets. Là, vous allez voir des vervets en captivité parce qu'ils sont censés être plus malins, avoir plus de temps à investir dans ce genre de choses. Vous allez voir ce qui se passe. Ils aiment le miel. Mais remettre l'outil dedans, ça ne marche pas. On a essayé plein de méthodes pour essayer de leur apprendre. On a mis un fil qui pendait au-dessus avec un bâton qui avait pas mal de chances de retomber dedans, mais ça ne les a pas aidés à comprendre le mouvement. On a fait un autre appareil avec un bout de bois qui, quand on le soulève, il retombe automatiquement. Donc ça, ils arrivaient à l'utiliser. À côté, on mettait des bouts de bois qu'ils avaient qu'à essayer d'imiter le mouvement. Ça ne marche pas. On a même filmé la femelle dominante et on a truqué la vidéo pour faire comme si elle le faisait. Tous les singes regardent depuis leur enclos, l'écran, sont super intéressés. On le remet, ils refont la même chose, ils jettent. Et même s'ils voient, il y a un singe capucin qui utilise très bien des outils, faire le mouvement devant eux, même créer l'outil et aller prendre le miel, on leur redonne 30 secondes après, ils n'apprennent pas comment utiliser ça. Et on a aussi fait, bien sûr, avec les vervets sauvages qui ont mis un moment à aimer le miel. Au début, ils trouvaient ça trop collant sur leurs doigts. Ils passaient beaucoup de temps à se frotter les doigts dès que ça avait touché un petit peu de miel. Mais au bout d'un moment, ils se sont mis vraiment à aimer le miel, mais aucune réussite à les faire utiliser des outils. Alors, moi, je m'intéresse quand même à la culture, mais à la culture, il n'y a pas que utiliser des outils, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut apprendre. Et du coup, dans mes recherches, j'ai pu mettre en avant un peu quelles étaient les phases de transmission, qui apprend de qui. Donc, si on pense à l'héritage biologique, donc les gènes, c'est forcément vertical, c'est les parents qui donnent leurs gènes aux enfants. Si on pense à l'héritage culturel, ici, potentiellement, tout le monde pourrait apprendre de tout le monde. Donc ça schématise la génération plus âgée, et là des plus jeunes, qui seraient apparentés ou pas. Et ce qu'on s'est rendu compte avec mes recherches, c'est qu'en fait, il y a 3 phases principales d'apprentissage. Donc une première qui serait une phase verticale, donc comme la phase génétique, où là, du coup, les nouveau-nés apprennent beaucoup de leur mère. Une deuxième phase des juvéniles plus âgés, qui du coup, eux, apprennent de différents membres du groupe. Et une troisième phase qui serait les immigrants, une fois qu'ils ont changé de groupe, qui apprennent des résidents. Et donc, je vais vous montrer des expériences avec les vervets qui mettent en avant ces 3 phases d'apprentissage. Donc ça, c'est une photo qui, pour moi, illustre très bien la première phase. Donc on peut peut-être résumer comme telle mère, telle fille ou tel fils. Et là, vous avez le petit Porto sur votre gauche qui est assis sur un conteneur qui contient du maïs bleu,
et qui mange du maïs rose avec le reste de sa famille. Donc en fait, on avait entraîné les différents groupes à manger soit du rose, soit du bleu en ajoutant un goût amer dans une des couleurs, quand les femelles étaient enceintes. Et après, on a attendu que tous les petits avaient l'âge de Porto, donc plus de 3 mois, pour offrir de nouveau les 2 couleurs, mais cette fois, bien sûr, sans aucun goût amer, pour voir si les petits pouvaient apprendre de manière arbitraire quelle couleur manger. Et on a eu 26 petits cette année-là, et puis ils ont tous copié la couleur de leur mère. Ce qui est intéressant, c'est que 25 ont mangé la préférence du groupe, et la maman donc avait mangé la couleur qui était la tradition. Et puis l'exception, c'était dans notre groupe le plus large, qui avait plus que 40 singes. C'était la femelle de plus bas rang, donc celle qui a dû attendre plusieurs heures avant d'aller manger, qui a été prendre une poignée de la couleur qui était avant mauvaise, qui s'est rendu compte qu'elle était bonne, et son petit a copié la couleur de sa maman, et parce que les 40 autres singes mangeaient, donc vraiment ce côté de se focaliser sur ce que fait la mère. Après, là, je vais vous montrer un exemple pour la phase oblique. Donc ça, c'est le genre d'expérience qu'on fait sur le terrain. Vous voyez là sur la gauche, le singe a ouvert en utilisant un sort de tiroir pour récupérer le morceau de pomme. Vous allez voir celui qui s'approche devant maintenant, il va utiliser une autre manière d'ouvrir cette même boîte, donc en soulevant le haut. Et donc ce genre de boîte a 2 actions, ça nous permet vraiment de voir qui innove, avec quelle technique et comment les connaissances se propagent dans le groupe. Et ça nous permet de faire ce qu'on appelle des réseaux sociaux, donc des études de réseau, pour vraiment comprendre qui copie et qui innove. Donc là, ces réseaux représentent 2 groupes. Vous avez le groupe ici de Nora sur votre gauche, où il y a plus de singes. Et qui a innové, c'était Genève, la femelle dominante du groupe, où on a mis le numéro 1 qui est entouré. Chaque rond représente un individu du groupe. Et les flèches entrent. Donc là, vous voyez qu'il y a une flèche entre Uppsala qui est en dessous, le Oups, et puis Genève. C'est combien de fois Uppsala a regardé Genève avant d'ouvrir la boîte. Et puis grâce à ça, on peut vraiment comprendre qui apprend de qui. Donc dans le 2e groupe de Kubu, c'est Lifi qui a innové. Donc là, c'était le mâle dominant du groupe. Son nom est écrit en jaune parce que lui, il a utilisé la technique du tiroir. En rouge, c'est ceux qui ont utilisé la technique de soulever le haut de la boîte. Et du coup, après, ce qu'on peut faire, c'est observer comment les connaissances se transmettent dans le groupe. Bien sûr, ils participent de manière volontaire, donc il n'y a pas tout le monde qui va apprendre, qui va être intéressé. Mais là, on a eu 19 singes dans le groupe de gauche qui ont ouvert cette boîte. Et donc après, on peut utiliser des méthodes statistiques pour comprendre quel facteur explique plus le transfert de connaissances. Et la seule chose qui était significative, c'était le rang du singe qui manipulait les boîtes. Donc, il semble que chez les vervets, on copie les dominants. Donc là, il pourrait y avoir 2 explications différentes par rapport à ça. Donc la première, c'est par rapport au succès. Parce que comme j'ai dit, ceux qui ont innové, c'était déjà des dominants chacun dans leur groupe. Après, on a aussi trouvé plus de manipulation des dominants. Ils peuvent monopoliser ces boîtes. Et s'ils les manipulent, ils avaient aussi plus de succès de récupérer la pomme. Les autres, des fois, se faisaient voler le morceau de pomme par des plus dominants qu'eux. Mais ça peut aussi être dû au prestige, en fait, juste d'être dominant. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de différence de taux d'observation. Donc, les subordonnés et les dominants étaient tout autant observés. Donc, ce n'est pas que tout le monde regarde que les dominants. Par contre, l'effet d'avoir observé un dominant est vraiment plus important. Donc, si vous observez un dominant, ils ont plus de chances de faire comme lui. Donc, potentiellement, notre Genève et notre Lifi seraient des sortes d'influenceurs dans le monde des vervets et qui pourraient propager des nouvelles plus facilement que d'autres. En fait, vous allez voir que finalement, ce que Erika trouve chez les vervets, c'est aussi potentiellement des choses qu'on trouve aussi chez les chimpanzés. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser ici, de ce côté-là. Parce que je vous avais laissé avec cette vidéo de Knight qui était incapable d'innover l'utilisation de bâtons. Donc, vous êtes peut-être dit que les chimpanzés de Budongo étaient peut-être pas forcément les plus intelligents des chimpanzés. Mais en l'occurrence, quand moi j'avais fait ma thèse, j'avais aussi prédit que si jamais ils devaient innover, vu qu'ils étaient tellement bloqués avec les bâtons, je pensais que s'ils allaient innover quelque chose, ce serait avec un autre végétal, en fait, une autre manière végétale, et c'est ce qui s'est passé. En fait, on a observé avec ma collègue, donc toujours Kato Beiter, que quelques années après, donc en 2011, les chimpanzés ont commencé à innover un nouveau comportement. Donc vous avez une photo ici, et en fait, vous avez
une autre photo qui vous montre la différence. Donc à gauche, vous avez toujours cette photo d'éponge faite avec des feuilles. À droite, c'est une éponge mais faite avec de la mousse. Alors, je vous l'accorde, c'est subtil comme différence, mais il y a très peu de chimpanzés, en fait, très peu de communautés de chimpanzés qui utilisent de la mousse dans leur environnement. Donc ça compte vraiment comme étant un matériel différent. Vous allez voir dans les expériences suivantes, le démontre aussi. Et en fait, on a eu la chance d'observer les premiers pas de ce nouveau comportement dans la communauté. Donc vous avez ici Nick, qui était notre mâle alpha à cette époque-là, et vous avez Nambi, la femelle alpha, qui était en train de l'épouiller. Et puis vous pouvez voir que dans sa bouche, il y a aussi une éponge de feuilles. Et donc là, Nick va chercher de la mousse sur les racines de l'arbre, et donc il est bien observé par Nambi, et il va récupérer de l'eau. Et alors, j'ai oublié de préciser l'endroit en fait où ils sont, c'est au pied de cet arbre. En fait, vous voyez des racines qui sont en train de pourrir dans l'eau. C'est un endroit dans les marais, et en fait, quand l'eau descend, il ne reste plus que cette petite piscine, et donc cette eau est pleine d'oligo-éléments et de petites particules. On ne sait pas exactement ce que les chimpanzés cherchent dedans, mais clairement, c'est des endroits où il y a énormément d'individus qui viennent juste en compétition pour cette ressource. Et donc, du coup, on a pu, pendant la semaine d'observation, voir que Nick avait innové, ensuite que Nambi avait regardé et elle avait également fait le comportement, et ensuite on a d'autres individus qui ont également regardé, et ça s'est également propagé. Et donc ce qu'on avait montré, c'était comme Erika vous avait montré, c'était vraiment le fait que la proximité entre les individus faisait qu'ils pouvaient apprendre ce comportement. Et 3 ans après, mon étudiante en thèse, Noémie Lamont, est retournée sur le terrain pour voir, en fait, à retester les chimpanzés pour savoir s'ils continuaient à utiliser ces mousses. Et en l'occurrence, c'est un mix à la fois d'expérience de terrain, comme vous avez vu avant, et d'observation, parce qu'on peut aussi les suivre et voir qu'ils continuent à utiliser de la mousse. Et une expé, par exemple, c'est fait comme ça. Donc vous avez Caribou ici, qui a le choix entre de la mousse et des feuilles. Et là, vous pouvez voir qu'elle va prendre la mousse pour faire son éponge de feuilles. Alors, je vous ai laissé la vidéo tourner parce que vous avez aussi Quera, donc sa mère, qui regarde. Et vous pouvez voir que Quera, elle va prendre à la fois des feuilles et des mousses. Donc, vous fait une sorte de composite. Donc, pour nous, ça compte aussi comme une éponge de mousse, hein, mais ça vous montre aussi que c'est jamais tout blanc ou tout noir sur le terrain. Il y a souvent, on doit juste composer avec ce que les chimpanzés font. Et ce que vous voyez en fait sur la gauche, c'est aussi une représentation finalement de qui a appris quoi. Et chacun de ces rectangles, en fait, c'est une famille. Donc vous pouvez voir qu'en fait les premiers, donc tous ceux qui sont en gris, c'est les originaux de la première étude qui ont appris, et tous ces comportements se sont transmis au sein des familles majoritairement. Donc ce qu'on a montré, c'était plus tellement la proximité qui était importante. Par contre, si quelqu'un dans votre famille, que ce soit votre mère, votre sœur ou votre frère, qui le fait, eh ben, vous aviez votre probabilité d'aussi utiliser ces mousses. Donc ça nous montre aussi que cette propagation, comme Erika disait, il y a cette phase 1, cette phase 2, c'est la famille. Et enfin, une autre chose par rapport à ces comportements, puisqu'on est dans une série de discussions sur l'adaptation, ce qu'on a également fait avec Noémie, c'était tester les individus qu'on avait vus en fait, utiliser des mousses versus ceux qui n'avaient pas utilisé des mousses. Donc la vidéo que vous avez vue, en fait, c'est une expé où on teste ces individus qu'on connaissait déjà. Et ce qu'on montre, en fait, c'est que les individus à gauche donc, ont les deux comportements. À droite, ils ne connaissent pas la mousse. Et en fait, quand vous leur proposez les deux matériaux, quand vous connaissez la mousse, vous allez prendre la mousse, alors que si vous ne connaissez pas, vous allez majoritairement prendre les feuilles. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est expliqué dans la figure à droite, c'est qu'en fait, la représentation n'est pas forcément simple à regarder, mais vous devez imaginer que sur l'axe des ordonnées, en fait, c'est le temps qu'ils mettent à utiliser ces objets. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une idée de compétition. Donc, si vous mettez moins de temps à utiliser votre objet pour récupérer de l'eau, vous avez la chance d'être plus rapide que les autres, et potentiellement, c'est assez adaptatif pour vous de boire plus vite. Donc, on vous montrait ici que ces mousses sont plus efficaces. Donc, les éponges faites avec de la mousse sont plus efficaces que les éponges faites avec des feuilles. Donc, la conclusion, c'est que les individus qui connaissent, ils vont aller prendre la mousse parce que c'est plus efficace, et ça explique potentiellement pourquoi ce comportement est resté dans la population, alors que la majorité des innovations des chimpanzés, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Et maintenant, du coup, on va passer à cette phase 3.
donc s'intéresser aux migrants, aux mâles de vervet qui changent de groupe. Et là, on revient à la même expérience de maïs de couleur que je vous ai présentée pour les bébés. Et en fait, ce qu'on trouve avec ces mâles migrants, ça suit vraiment l'adage « à Rome, fait comme les Romains ». Parce qu'on avait la chance, en fait, que quand les petits avaient 3 mois, c'était en fait la période des amours des vervets. Et qu'est-ce qui se passe à la période des amours? Les mâles, ils changent beaucoup de groupes. Donc, j'ai eu 10 mâles qui étaient entraînés à manger le maïs d'une couleur, qui sont apparus dans un groupe où tout le monde mange l'autre couleur. Et c'était vraiment une chance unique parce que ça nous a permis de tester l'importance relative de l'apprentissage individuel. Donc tous ces mâles ont appris une couleur est bonne, l'autre un goût amer, vraiment pas bon du tout. Et ils arrivent dans un groupe où tout le monde mange la couleur qui pour eux est pas bonne. Qu'est-ce qu'ils font ? Et donc là, on a été très surpris de trouver avec mes collègues que tous sauf un se sont directement conformés à ce que fait le groupe. Donc, ils ont laissé de côté leurs connaissances pour faire comme le groupe. Donc, ça, c'est vraiment ce côté aussi d'adaptation pour s'intégrer socialement dans un nouveau groupe. Et c'était vraiment la première fois que ce genre de conformité était trouvé en dehors de l'humain. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on pensait que c'était réservé à nous, de changer arbitrairement juste pour faire comme les autres. Eh ben non, les mâles vervets, quand ils changent de groupe, ils se conforment. Après, nous, il y a des collègues qui travaillent d'autres collègues sur les chimpanzés qui ont pu mettre en avant que les femelles, quand elles changent de groupe, elles semblent aussi se conformer à quel matériel utiliser pour ouvrir des noix. Donc, ça peut être fait avec des bois qui sont très durs ou des cailloux. Et puis, certains groupes avaient des préférences. Et en changeant de groupe, les femelles, apparemment, s'adaptent aussi et se conforment. Et ce qui est très intéressant là, c'est que les cailloux sont plus efficaces. Et même si elles connaissent une manière plus efficace, mais tout le monde utilise des bouts de bois durs, elles vont utiliser les bouts de bois durs pour faire comme les autres. Après, voilà, les vervets, c'est une expérience, donc on peut toujours se demander est-ce que ces résultats sont vraiment robustes? Et puis là, on a eu la chance récemment de pouvoir vraiment être assuré que c'est pas juste dans le cadre de cette expérience que les mâles se conforment. Et on a fait ça en analysant en fait 9 ans de données sur 3 de nos communautés qu'on a le plus suivies de vervets et tous les comportements sociaux qu'on pouvait observer. Puis au cours de ces 9 ans, on se rend compte qu'un groupe, qui est le groupe qu'on a surnommé dès 2011 de Love Group, parce qu'ils sont juste tellement pacifiques et tout le monde s'épouille et il n'y a presque pas d'agression. Et tout le monde mange ensemble. Quand on amenait le maïs, du coup, en une demi-heure, c'était poussé. Il y avait 30 singes en train de manger ensemble. Alors que dans d'autres groupes, ça nous prenait 6 heures. C'était un dominant après l'autre. La femelle alpha, elle ne tolérait même pas ses propres enfants à manger en même temps. Et du coup, grâce à ces données long terme, on a pu se rendre compte que les mâles, quand ils arrivent dans notre groupe qui est plus pacifique, ils se conforment socialement et ils changent leur manière de se comporter, leur taux d'agression diminue et ils deviennent aussi beaucoup plus gentils avec tout le monde. Et quand ils quittent ce groupe-là, ils redeviennent à des taux plus agressifs. Donc vraiment, cette conformité, elle n'est pas que pour la nourriture, elle est aussi vraiment pour la socialité. Et pour finir, en fait, quand j'ai pensé à la phase 3, j'ai pensé qu'au fait des immigrants qui pouvaient apprendre des résidents. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Et si les immigrants avaient des super bonnes connaissances que les résidents n'ont pas? Et c'est ce que vous voyez ici. Tout à gauche, vous avez Babélas, qui est un mâle qui est arrivé dans le groupe depuis moins de 3 mois. Et vous avez du coup les résidents qui sont très curieux de savoir qu'est-ce qu'il est en train de manger. C'est des cacahuètes avec leurs coquilles. Et ces singes de ce groupe n'avaient jamais vu les cacahuètes. Et Babélas s'est mis à les manger. Et vous voyez les autres singes qui font ce qu'on appelle les contacts au museau, comme vous voyez sur la photo en haut, pour vraiment essayer de sentir et se rassurer de c'est quelque chose de comestible et d'oser manger la même chose. Et donc c'est vraiment très intéressant de se rendre compte que si les migrants ont vraiment un comportement adaptatif, donc là de la nourriture en période où il n'y a rien à manger, tout le groupe va apprendre. Par contre, dans un de nos groupes, c'est un bébé qui a osé commencer à manger les cacahuètes. Là, que 2 juvéniles ont essayé, ça n'a pas pris et le groupe ne s'est jamais mis à manger les cacahuètes. Donc, qui innove semble très important chez les vervets pour que la culture se transmette dans le groupe. Donc, en conclusion, en fait, on a essayé de vous montrer un petit peu ce qui se passait chez les petits singes et chez les grands singes. Donc, vous avez encore la quote de Darwin qu'on a voulu
remplacé cette fois, donc cette fois c'est Gruber et Van de Waal, ou Van de Waal et Gruber, c'est pareil, qui disent la différence entre les humains et leurs familles primates, aussi grande soit-elle, est toujours une différence de degré et pas d'essence. J'espère au moins qu'on a réussi à vous convaincre de ça, parce qu'on vous a montré toutes ces données. Ça nous donne beaucoup d'indications aussi à comment est-ce qu'on peut reconstruire cet ancêtre commun, déjà au niveau du moment où les petits singes ont divergé de la lignée des grands singes, et aussi au moment où nos espèces ou nos ancêtres ont divergé des grands singes, particulièrement des chimpanzés et des bonobos. Donc, ça m'amène juste maintenant à vous remercier, vous, tous les financeurs, l'université, surtout les gens du site et les chimpanzés, et Catobiter pour tout le boulot qu'on a fait là-bas. Et moi aussi, bien sûr, les institutions et les financeurs, mais j'aime toujours finir avec ce proverbe africain: si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Parce que ce que vous voyez là, c'est la cour intérieure de la ferme où loge mon équipe, et chaque main représente une personne qui a passé beaucoup de mois ou plusieurs années à suivre les singes, et sans lesquels je ne serais pas là ce soir à vous raconter toutes ces histoires. Donc je suis vraiment très reconnaissante à toutes les personnes impliquées dans le projet. Et pour finir, on fait de la recherche fondamentale les deux, mais le fait de faire de la recherche sur le terrain, ça a bien sûr un impact de conservation. Donc je vais laisser Thibaut expliquer son impact. De notre côté, donc ça fait 10 ans qu'on est là-bas. Donc en 10 ans, on est passé d'un projet à une association. Donc on est une association française, mais on a aussi une association ougandaise. Donc on a les deux antennes. Donc cette année, c'est notre 10e anniversaire. Donc toutes ces données, pour nous à l'origine, quand on a commencé, personne ne pensait que ça allait marcher, et on est encore là. Mais vous avez peut-être entendu parler de Bugoma de l'état de la forêt de Bugoma, parce que ça a été dans les news à un certain moment. On a perdu 1/5 de la forêt à cause de la déforestation. Donc ça reste un projet aussi de conservation. Donc vous avez un QR code ici. Si jamais vous voulez contribuer, vous pouvez également venir nous voir à la fin. Donc ça, c'est un petit peu ma petite partie conservation. Et donc Erika, je te laisse conclure. Oui, donc moi j'ai commencé le projet Inkavu il y a maintenant 15 ans dans une réserve privée, la réserve de Mawana en Afrique du Sud. En louant, j'ai loué la petite partie verte que vous voyez. Et c'était une réserve à l'époque de chasse, et aussi pas que pour la viande, mais aussi de chasse au trophée, avec un propriétaire qui voulait vraiment bouger vers l'écotourisme. Donc le fait de louer une partie des terres pour de la recherche, c'était un premier pas dans cette direction. Et puis maintenant, 15 ans après, on est en train d'essayer de créer le Ziba Wilderness, qui serait du coup une réserve 3 fois plus grande que ce qu'était Mawana. Donc là, on parle de 30 000 hectares. Et le but, ce serait de réintroduire des espèces qui ont malheureusement été complètement braconnées, comme les rhinocéros. Il y en avait quand on a commencé, et là, il n'y a plus rien. Et de vraiment faire une réserve qui n'est pas que d'un seul propriétaire terrien, mais aussi des terres de la communauté. C'est une zone très pauvre d'Afrique du Sud. Et donc, de faire vraiment un havre de paix pour les animaux et un endroit idéal pour la recherche, mais aussi créer beaucoup d'emplois pour les locaux. Donc, si vous êtes intéressés, allez voir aussi le site de l'EZIBA. Et je crois que c'est le moment de la table ronde. Des questions. Enfin, vous voulez qu'on peut le remettre là, comme ça. Ok, très bien. Alors, merci à nos deux intervenants pour cette excellente présentation, très intéressante. Et donc, on va prendre des questions du public, mais avant, je voulais juste peut-être poser une petite question à nos deux intervenants et leur demander en fait quel était, si vous vouliez nous raconter le moment le plus surprenant, le plus inattendu lors de vos observations, nous faire part de votre expérience ou une anecdote ou... Alors, le côté expérimental, je l'ai expliqué, c'est vraiment de voir ces mâles qui directement changeaient de couleur. Il y en avait surtout un, Teddy, il était connu par toute l'équipe parce qu'en fait, les autres mangeaient un maïs l'un après l'autre, surtout quand à un moment, il y avait un goût amer. Lui, il prenait des poignées qui se mettaient dans la bouche et ils ont des poches, en fait, les singes vervets. Donc, ils peuvent remplir de la nourriture beaucoup dans leur bouche.
Et lui, du coup, il est arrivé dans le nouveau groupe et il a vu les singes manger l'autre couleur et il n'a pas essayé un. Il a directement pris des poignées et qu'il a mis dans sa bouche. Et là, je me suis dit, mais alors là, c'est vraiment... Je ne pensais jamais que l'apprentissage social pouvait être aussi important dans cette espèce de faire confiance à ce point-là à ce que font les autres, alors que lui, il avait goûté un goût super amer. Moi, j'ai testé, c'est de l'aloe qu'on mettait dedans pendant 24 heures. J'avais le point amer sur la langue, quoi. Donc, le fait de faire confiance comme ça. Après, vous me demandez plutôt une observation. Et là, je pense une observation qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'ai observé Aziz, qui était la femelle de la plus subordonnée, donc de plus bas rang, qui a eu un mort-né qu'elle a porté pendant 2 semaines, qui s'est momifié et qu'elle portait comme un petit sac à main à la main pendant 2 semaines, et elle mangeait plus rien. Et normalement, c'était vraiment une femelle qui reçoit l'agression de tout le monde, quoi. C'est celle tout en bas et tout le monde l'agresse tout le temps. Et là, pendant 2 semaines, j'ai pas vu une seule agression envers elle et tous les membres du groupe qui l'épouillaient. Après, bien sûr, avec nous en tant qu'humains, on dit de l'empathie des autres. Après, ça peut être des mécanismes très simples, juste chez les vervets, un singe en moins, c'est des oreilles, des yeux en moins pour les prédateurs. Donc, garder le reste du groupe en vie, c'est très important. Donc, ça peut être des choses très simples qui régulent les comportements là de contagion émotionnelle. Mais c'était vraiment très impressionnant de voir les changements de comportement face à cet événement de mort d'un petit que j'ai pu observer. Thibaut? Moi, j'ai envie de dire que, parce que vous entendez depuis le début, en fait, vous entendez des noms de singes, et ça vous montre à quel point on est proche des individus qu'on regarde, parce que pour nous, c'est pas machin numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est toujours des animaux avec des noms, avec une histoire de vie, et puis on s'attache à certains plus que d'autres, surtout à des familles plus que d'autres. Donc là, vous avez vu notamment Knight et sa mère, donc Nambi, mais moi, en fait, si on parle d'un souvenir comme ça, j'étais juste en train de penser en 2 secondes, et puis j'ai pensé à Nora. Et donc Nora, c'était la sœur plus âgée donc de Knight, et elle est assez amusante parce qu'elle avait une relation à l'humain, elle a toujours une relation parce qu'elle a immigré depuis, on la connaît toujours. Et en fait, cette femelle, elle nous a appris à quel point les chimpanzés eux-mêmes nous utilisent, nous humains, et nous connaissent. Et donc moi, ma petite anecdote, c'était finalement que une fois, on était avec toute l'équipe sur le terrain, on était au fond des marais, on cherchait les chimpanzés parce que quand ils sont dans les marais, ils sont très très difficiles à trouver. Et on attend des calls, on est assis, on attend, on continue. Puis finalement, on arrive en plein milieu au détour d'un chemin, on trouve Nora. Puis donc, un de mes assistants, Monday, qui est là et qui fait « Ah bah c'est bien, on a trouvé Nora, on va pouvoir la suivre et elle va nous amener avec les chimpanzés. » On attend, puis on la regarde, puis elle nous regarde. Puis on la regarde, et puis Monday qui fait « Je crois qu'elle attend la même chose de nous. » Et donc du tout, et au final, voilà, donc ça c'était Nora. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'après Nora a émigré dans une autre communauté, donc on l'avait perdue. Et c'était la communauté que ma collègue Kato Beiter habituait. Et en fait, le processus d'habituation, il prend énormément de temps. C'est 10 ans, surtout pour certaines femelles qui sont vraiment très très effrayées de l'homme. Et en fait, le jour où la communauté a été beaucoup plus habituée, c'est quand ils se sont rendus compte qu'en fait Nora avait juste émigré dans la communauté à côté. Et en fait, à chaque fois qu'elle était là, les chimpanzés, ils avaient tendance, elle et une autre femelle de notre communauté, les chimpanzés qui n'étaient pas habitués avaient tendance à rester plus longtemps, et puis ils se sont habitués beaucoup plus rapidement à l'humain. Donc ça, c'est un truc très important parce que ça montre qu'ils apprennent aussi à être un peu plus relax au contact de l'humain. Et ça, c'est un truc, comme on discutait, les relations affectives, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, certains individus, ils vous apprennent énormément de choses. Ok, très bien. On va prendre des questions du public. Alors, ici, monsieur, là. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'était trop bien. Et c'est au sujet des cris des singes vervets qui produisent des cris différents en fonction des prédateurs et qui comprennent et donc réagissent différemment en fonction du cri. Est-ce qu'on a une idée de l'importance de la transmission sociale dans cette production différentielle et compréhension différentielle, ou est-ce que même sans transmission sociale, en fait, ça peut perdurer? Alors, il semblerait que les cris soient assez innés. On a amené un serpent à une population à Strasbourg qu'on n'avait jamais vue et ils ont fait le même genre de cris. Par contre, quand les utiliser, ça semble vraiment être appris socialement.
Donc un jeune vervet, s'il n'a pas sa mère autour ou d'autres plus âgés autour de lui, n'importe quel gros oiseau, un ibis qui vole au-dessus de lui, il va faire un cri rapace. Et du coup, ils apprennent plutôt de quoi ils doivent avoir peur ou pas. Ça, ils apprennent, mais après, les catégories de cris, ça semble assez inné. Mais après, pour quels animaux ils les font, ça semble quand même pouvoir varier. Parce que, par exemple, le cri de prédateur terrestre, qui est normalement le plus grand danger, qui est le cri avec la plus forte amplitude, ce sorte de gros aboiement, eh ben, dans une population urbaine que j'étudie maintenant, ils les font pour les aigles, parce que c'est leur plus gros prédateur, et pour les chiens. Et puis les petits chiens, ils vont faire un cri serpent, parce que ça ne leur fait pas peur comme un léopard. Donc ils semblent quand même avoir de la flexibilité et qu'ils apprennent envers quoi, mais le type de cri semble assez limité. Et puis la réponse semble assez similaire toujours par rapport aux cris donnés. Okay, très bien, il y avait une question par ici. Oui, monsieur. Le micro marche? Oui. Quelle est l'importance de la gestuelle des bras pour la communication chez les primates? Et est-ce qu'on peut en déduire quelque chose sur la communication, disons, archéologique chez l'humain du mouvement des... Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose d'une communication non codée, mais qui fonctionne quand même quand on bouge les mains? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Ceci dit, je vous remercie pour vos présentations. Merci beaucoup. Pour votre travail de préservation qui est essentiel aussi. Merci beaucoup. Je vais vous répondre parce que c'est assez intéressant parce que justement l'étude de la communication chez les primates, à l'origine, ça a vraiment commencé avec les vervettes, avec donc nos ancêtres académiques, c'est-à-dire Robert Seifert, Dorothy Cheney et Peter Marler. C'était vraiment sur la communication, donc c'est alarm call des vervettes. Et en fait, de l'autre côté, chez les chimpanzés, ça s'est beaucoup plus développé à l'origine sur la communication gestuelle. En particulier parce qu'un geste, c'est défini par son intentionnalité, donc le fait que je fais quelque chose pour avoir un effet sur mon environnement, pour qu'elle fasse quelque chose, qu'elle me donne quelque chose et tout ça. Et donc en fait, pendant beaucoup de temps, on a pensé que les vocalisations, notamment des primates, particulièrement des chimpanzés, étaient juste une explosion d'émotions, mais aucune signification. La seule signification qu'on avait, c'était les vocalisations des vervettes. Donc on a beaucoup, en fait, pour faire bref, on a énormément de gestes, de chercheurs qui sont intéressés par les gestes, en particulier ma co-directrice Cato Beiter est un des grands noms justement de l'étude gestuelle chez les primates, et il y en a beaucoup. Donc, pour moi, ma position serait que c'est multiface. C'est-à-dire que vous avez à la fois des vocalisations et des gestes, et ça évolue ensemble. Et je pense que le langage humain, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une coévolution aussi entre le langage et l'utilisation d'outils. Bien évidemment, quand je parle, vous voyez que mes mains, elles bougent aussi. Donc tout ça, en fait, on utilise la même base cérébrale. Donc la communication, pour moi, c'est pas juste les mains ou enfin le langage, c'est aussi quelque chose de moteur. Donc si on prend cette approche finalement que le fait que le langage ou la communication gestuelle, c'est moteur, c'est beaucoup moins problématique de s'imaginer comment ça a pu évoluer, parce que tout ça, c'est finalement du moteur. Et le fait qu'on a cassé des cailloux pendant 1 million d'années ou 2 millions d'années, ça a dû vraiment affiner le système, les neurones, etc. Donc là, on est dans la spéculation, mais je pense qu'il y a un scénario qui est relativement plausible et qui demande qu'à être plus maintenant exploré avec les méthodes qu'on a maintenant au XXIe siècle. Peut-être juste pour rebondir dessus, grâce aux écrans tactiles, on va pouvoir s'intéresser à leur montrer des expressions faciales et des cris qui sont soit congruents, donc une expression faciale d'une salutation amicale et puis un cri qui va avec, ou alors un cri agressif, et on va pouvoir aussi mélanger, donc faire une expression faciale qui ne va pas avec le cri, et voir justement quelle est la modalité qui est la plus importante pour eux. Est-ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ou est-ce qu'ils sont complètement perdus dès que ça ne va pas ensemble? Et donc ça va nous permettre d'explorer aussi plus qu'est-ce qui est important en tout cas chez les vervets dans la communication, ou est-ce que c'est vraiment l'aspect multimodal qui permet de comprendre un signal?
Ok, très bien. Question ici, oui. Merci. Ma question porte sur l'usage ou le non-apprentissage de l'usage du bâton par un groupe de chimpanzés. Est-ce que ça pourrait pas être simplement parce que le bâton est moins efficace que l'éponge en fonction de la taille du trou? Parce que là, il y a aussi un facteur qui n'a pas été clairement évoqué. Un gros trou, une éponge, un petit trou, un bâton. Donc, est-ce que c'est simplement parce que le nombre de millilitres, ou disons récoltés, me semble qu'il sera supérieur avec une éponge. Donc, on gagne du temps. C'est un petit peu l'histoire de prendre une poignée puis se l'enfiler dans la bouche plutôt que de prendre grain par grain. C'est une très bonne question et c'est des choses qu'on a déjà regardées. Alors, ce qui est amusant, c'est même la taille du trou n'est pas un problème parce j'ai essayé pendant ma thèse plein de trous différents. Donc là, ce que vous avez vu, c'était vous avez vu les premières vidéos, quand il y a les deux vidéos l'une à côté de l'autre, c'était 4 par 3 cm, je crois, le trou. Et un bâton ou une éponge, c'était pareil. Mais j'ai fait des trous vraiment petits. Donc la vidéo que vous avez vue avec Nike, quand elle tire un bâton, c'est vraiment un petit trou comme ça. Et en fait, j'ai des chimpanzés qui ont même essayé de faire des mini leaf sponge pour essayer de récupérer du miel dedans. Donc ils étaient incapables d'utiliser les bâtons. Ils ont vraiment essayé de mettre une feuille dedans pour voir si ça pouvait sortir. Donc c'était vraiment coincé. Et la deuxième chose que vous avez dit, en fait, le plus efficace, c'est ni le bâton ni l'éponge. En fait, c'est d'utiliser le bâton avec les feuilles dessus. Donc, ce que vous avez vu quand Hawa prend les feuilles, ça, en fait, jusqu'à il y a 2 ans, personne ne le faisait. Mais on a un individu maintenant à Bugoma, donc l'endroit qui est vraiment cette frontière culturelle. En fait, les chimpanzés font les deux. Donc ils font à la fois, on a des femelles qui font des éponges et on a un mâle qui utilise des bâtons. Et lui, il a utilisé le bâton avec les feuilles, qui est en fait la méthode la plus efficace pour tout récupérer, parce qu'il suffit de le bâton et puis on peut tout enlever avec les feuilles. Mais donc, est-ce qu'il s'en rend compte qu'il a trouvé la meilleure solution ou pas? Est-ce que ça va se propager aux autres? Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment beaucoup plus que ça, mais les chimpanzés, je pense qu'ils utilisent, ils sont vraiment habitués. On est vraiment sous l'angle de la connaissance culturelle. Pour eux, c'est vraiment, il y a du miel, je vais utiliser un bâton, parce que les chimpanzés de Kibale, donc ceux de gauche, ils sont vraiment, pour eux, ils adorent le miel, ils vont chercher du miel, et pour aller attaquer une ruche, parce que c'est les abeilles, elles piquent assez violemment, celles-là. Donc c'est, à mon avis, mieux d'avoir des bâtons qu'avoir des feuilles, parce que vous êtes quand même beaucoup plus loin, au moins. Donc il y a aussi d'autres considérations qui ne sont pas que l'efficacité, mais c'est aussi comment ne pas se faire attaquer ou être suffisamment loin de la ruche naturelle. Est-ce que, du coup, vous voyez un pattern dans les individus qui sont capables d'innover, de trouver justement des nouvelles solutions? Est-ce que c'est plutôt des jeunes ou plutôt des plus âgés? Est-ce que c'est plutôt des mâles alpha ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à dire? Pourquoi tout d'un coup un individu arrive tout d'un coup à trouver une nouvelle solution? Dans notre cas, par exemple, quand on a vu que c'était Nick qui avait fait une nouvelle solution, c'était quand même pas celui qui nous paraissait le plus brillant de la troupe. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est la première fois qu'on l'a vu. C'est peut-être pas lui qui l'a innové. Sur le moment, il avait peut-être appris déjà de sa famille, parce qu'on a pu après découvrir que toute sa famille le faisait. Mais je pense qu'il y a une variété. Mais comme disait Erika, par exemple, si c'est des petits ou des jeunes que personne ne regarde qui vont innover, de toute façon ça ne va pas se continuer, et l'individu lui-même ne va pas continuer à le faire, parce qu'il l'aura fait un petit peu. Mais j'ai pas souvenir de connaître, peut-être que tu as d'autres idées, mais j'ai pas le souvenir d'avoir un individu qui est justement pas spécialement dominant ou autre, qui soit la source de quelque chose, qui continue à le faire et qui continue à faire toujours son truc idiosyncratique. Alors peut-être oui, ça peut faire un comportement, mais après avoir une liste de caractéristiques des innovateurs, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de portrait type. Ouais, donc nous, on a vraiment essayé de faire plein d'expériences pour vraiment comprendre de qui ils apprennent, suivant qui on entraîne ou pas dans nos expériences. Puis on s'est rendu compte chez les vervets qu'ils copiaient plus les femelles que les mâles, qu'on leur laissait le choix. Et même si on mettait que le mâle avait beaucoup plus de récompenses, ils n'allaient pas copier le côté du mâle. Les femelles n'allaient pas, les mâles allaient. Donc suivant qui observe, c'est aussi différent qui est copié. Par contre, on s'est vraiment rendu compte que pour de la nouvelle nourriture, là, les immigrants semblent vraiment oser.
Donc la phase de migration est une phase assez risquée où du coup les mâles doivent vraiment s'adapter pour survivre et du coup essayer de s'intégrer dans un groupe. Donc je pense qu'ils ont aussi des changements hormonaux qui les fait être peut-être plus téméraires et oser plus de choses. Et on a vu qu'eux semblaient vraiment trouver des nouvelles solutions parce qu'ils sont peut-être dans une période beaucoup plus stressante que les autres. Et les autres, s'ils n'ont pas besoin de ça pour survivre, ils ne vont pas forcément innover quelque chose de nouveau. Après, ce qui est intéressant avec les vervets, c'est qu'on peut voir toutes les innovations qu'ils font, ceux qui sont vers les villes et qui du coup mangent de la nourriture humaine, qui n'ont pas du tout besoin de passer autant d'heures à se nourrir. Ils ont plein de temps libre. Donc on en voit certains qui ont compris comment ouvrir des robinets, comment soulever des fenêtres, comment ouvrir des frigos, ou ouvrir une bouteille de coca. Voilà, ils apprennent plein de choses. Et puis après, c'est intéressant justement de voir comment ça se transmet. Puis là, la dernière fois que j'étais avec ces singes urbains, un comportement que j'avais jamais vu avant, c'était du coup les singes qui se baladent là, dans une zone résidentielle. Et puis il y a des petites antilopes, des tout petits duikers de cette taille-là. Et du coup, le petit duiker qui s'approche et qui s'abaisse, qui ferme les yeux, et puis du coup, le singe qui se met à épouiller la petite antilope. Il y a plein d'antilopes chez les sauvages. Ils essaient souvent de venir manger pendant les expériences, les nialas ou autres. Mais alors là, les singes sauvages, ils leur donnent des claques et ils les poussent et ils ne veulent absolument pas perdre du temps à interagir avec eux. Ils ont déjà à peine le temps d'épouiller leurs congénères parce qu'ils doivent passer leur temps à courir pour trouver à manger. Mais par contre, ceux en zone urbaine, ils innovent des choses complètement autres. Donc ça permet aussi de pouvoir comprendre plus ce qui innove et comment ça se transmet d'un individu à l'autre. Très bien, merci. Oui, question ici. Bonsoir, merci pour cette présentation enrichissante d'abord. Je me demandais ce qui se passait quand deux groupes se croisaient, s'il y avait une hostilité qui était présente, un peu une guerre de territoire, ou s'il y avait vraiment un moment de partage ou juste des simples salutations. Voilà, merci. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez vu Chimp Empire, par exemple, qui était sur Netflix à un certain moment? Donc c'était sur des chimpanzés ougandais aussi, donc la communauté de Ngogo qui est assez connue, qui est pas très loin de l'autre communauté que je vous ai montré, la rouge. Donc les chimpanzés sont terriblement xénophobes, donc ils acceptent, je vais dire accepter, c'est déjà un bien grand mot, les femelles qui émigrent, mais en général les femelles résidentes, elles sont pas spécialement contentes. Les mâles résidents, ils sont assez contents. C'est différent, mais c'est à peu près c'est la seule manière en fait de pouvoir croiser génétiquement les groupes, parce que les groupes entre eux font ce qu'on appelle des community encounters, donc ils se battent entre eux, donc ça peut avoir des conséquences létales, particulièrement chez les chimpanzés. Les bonobos, qui est un peu l'espèce sœur des chimpanzés, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que eux, les chimpanzés, les bonobos sont connus aussi comme étant un petit peu les hippies des grands singes, avec beaucoup de comportements sexuels. Et donc, du coup, chez eux, il faut aussi comprendre que le comportement sexuel, notamment, permet d'enlever les tensions. Donc, quand il y a des community encounters, il y a moins de tensions, on n'a pas vu spécialement il y a un peu d'agression, mais beaucoup moins. Ils se rencontrent entre eux, ils peuvent être au même endroit pour manger, mais ça reste des communautés différentes. Il n'y a pas spécialement un partage de connaissances, un partage des choses. Alors, ça dépend vraiment des espèces en fait à ce niveau-là. Mais les chimpanzés, c'est un nom clair et net. Ils peuvent vraiment pas se voir en peinture. Alors chez nous, chez les vervets, chez nous, les groupes se chevauchent beaucoup, comme vous avez pu le voir sur l'image. Donc environ tous les jours, ils rencontrent un de leurs 4-5 groupes voisins. Et puis là, c'est assez intéressant à observer parce que c'est les femelles qui vont être en première ligne et faire plein de cris de contact en chorus pour dire il y a l'autre groupe, il faut qu'on défende nos ressources et tout. Et les mâles vont être complètement périphérie, en train de manger, de dormir, de pas du tout s'intéresser à défendre le territoire. Et du coup, on a pu se rendre compte que les femelles, elles utilisent soit l'épouillage, donc toiletter le mâle, soit l'agression pour faire participer les mâles en fait, et que sans ça, ils viennent pas forcément aider. Par contre, ce qu'ils aiment bien faire, c'est aller voir les femelles de l'autre groupe, puis voir s'ils arrivent à se reproduire, peut-être avec une femelle dans l'autre groupe. Puis les jeunes mâles, ils utilisent ça beaucoup pour prospecter dans quel groupe peut-être migrer après. Mais là, c'est vraiment les femelles. C'est impressionnant aussi aux périodes où elles ont leur bébé sous le ventre. On a des lignées de femelles avec leur nouveau-né en train de s'agresser. Après, c'est pas du tout aussi violent que chez les chimpanzés. On n'observe pas du tout on a
qu'une seule mort suite à une blessure qui s'est infectée, mais c'est pas mort sur le moment. Ils tuent pas leurs congénères. Ils peuvent se faire des jolis balafres avec leurs canines, mais normalement c'est vraiment plus des mimiques, des cris. Et puis ça peut durer quelques minutes, mais ça peut durer des fois une demi-journée où ils s'avancent, ils se reculent, et puis ils ont de la peine à savoir qui gagne cette partie du territoire ou pas. Très bien, mais d'autres questions? Ah oui. Alors, monsieur là, puis après madame ici. Oui. Voilà. Bonjour. Je voulais vous demander comment ça se fait que les humains ont réussi à évoluer comme ça. Est-ce que c'est juste la taille du cerveau ou il y a des différences même entre les espèces? Par exemple, est-ce que les chimpanzés sont plus intelligents que les vervets ou inversement? Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence. Je pense que chaque espèce est très adaptée à son milieu. Et après, à mon avis, la grande différence qu'on a, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle la culture cumulative. Donc, ce qui fait qu'en fait, on arrive à bâtir sur les connaissances des générations d'avant pour développer des choses de plus en plus complexes. Voilà, un téléphone portable, on peut tous l'utiliser, mais aucun de nous pourrait l'inventer pendant sa vie. Et ça, il semblerait que chez nos cousins primates, voilà, ils peuvent apprendre à utiliser un bâton, mais c'est toujours l'utilisation du bâton et qu'il y a très très peu d'exemples de culture cumulative. Et si c'est ces deux gestes qui se suivent un petit peu différents, mais c'est pas du tout la technologie que nous on a réussi. Après, voilà, le langage est un autre aspect, je pense aussi, qui nous différencie pas mal. Je vais laisser Thibaut, qui est plus expert là-dessus. Je pense aussi qu'il faut se dire que quand vous parlez d'humains, on parle d'Homo sapiens, c'est-à-dire c'est la seule espèce qui reste dans notre lignée. Mais si on regarde par exemple taille de cerveau, un australopithèque, c'était pas si différent d'un chimpanzé. Donc mais c'est quand même, donc je pense un chimpanzé c'est à peu près 300 cm3. L'australopithèque ça va jusqu'à 400 et il y a vraiment beaucoup de variations jusqu'au moment où on va erectus, certains erectus parce que commence à aller au-delà de 1000. Si on parle par exemple de Néandertal, ils avaient des cerveaux plus gros que nous. Mais c'était aussi une adaptation qui était liée aux conditions climatiques en Europe ou des choses comme ça. Donc c'est très compliqué. En fait, chaque année, presque tous les mois, vous avez des papiers dans des grandes revues scientifiques comme Science and Nature qui vont vous dire on a un nouvel ancêtre humain ou c'est dans la lignée et autres. Et là où nous, on est arrivé, il y a beaucoup de choses, c'est un coup de peau. Souvent, on ne sait pas quelles sont les conditions qui ont fait qu'à un moment, il y a une espèce de plus ou moins de chimpanzés, parce qu'on est à peu près d'accord que les bonobos, ils sont bizarres, les humains, ils sont bizarres aussi. En fait, on est des chimpanzés qui ont mal tourné, en fait. Donc, moi, je pense toujours que c'est les chimpanzés qui sont restés en plein milieu de la forêt, dans le refuge, parce qu'il y a aussi des variations climatiques. Ils n'ont pas eu trop de problèmes. Nous, on est plutôt les descendants de ceux qui se sont fait pousser en dehors de la forêt, qui vivaient à la lisière de la forêt. C'est pas dans la savane, ça, on a un peu abandonné cette histoire. Mais le fait de devoir survivre dans un environnement qui a plus de problèmes et des choses, on sait que l'humain a notamment, la lignée humaine a été plus adaptive quand il y avait justement des mauvaises conditions, des choses comme ça. Donc c'est simple de spéculer là-dessus. Qui est-ce qui a raison dessus? On ne saura jamais parce qu'on n'était pas là, qu'on a très peu de retours. On a juste souvent en archéologie, vous avez juste un morceau de crâne, une mandibule ou des choses comme ça, mais on apprend des choses. On sait par exemple qu'à un certain moment, les australopithèques, c'est à peu près à ce moment-là, on est devenu bipède, et clairement la bipédie a été une des premières choses qui nous a différenciés des autres. Après la bipédie, il y a eu d'autres choses, et comme Erika disait, le fait qu'on a réussi à construire des choses de plus en plus complexes et autres, et qu'on était capable de les transmettre, et que je rajouterais pas que le langage, l'enseignement, le fait de comprendre que l'autre n'a pas nos connaissances et qu'on doit transmettre des choses, la coopération, toutes ces choses-là. Il y a des embryons chez les vervettes, il y a des embryons chez les chimpanzés, mais chez nous, c'est la même phrase de Darwin de tout à l'heure. C'est pas une différence d'essence, mais alors au niveau on a explosé qualitativement et quantitativement, on a explosé des deux côtés. Okay, très bien, merci. Oui, madame avait une question. Et puis après, monsieur, la dernière sera monsieur. Okay. Merci beaucoup. J'avais une question parce que vous avez beaucoup parlé d'un type d'intelligence qui est plutôt celui qui est manuel, pratique, logique. Et très très brièvement,
de l'intelligence qui est plutôt interpersonnelle. Donc, vous avez parlé à des moments de la violence ou de peut-être d'une potentielle empathie. Et c'était l'anthropologue Margaret Mead qui disait qu'un des premiers signes de culture avancée, c'était le moment où on a trouvé en fait un fémur qui a été réparé. Donc il y a une communauté qui s'organisait pour aider à la guérison sur une longue durée d'un de leurs congénères. Et je voulais savoir si vous avez creusé un petit peu ce type-là d'intelligence, si vous avez vu des signes au sein de vos communautés que vous suivez. Alors, moi, j'ai peut-être une anecdote par rapport à ça. On a une fois eu une rencontre entre deux groupes qui était à la période où il y avait les nouveau-nés. Et on s'est rendu compte, quand les deux groupes se sont séparés, qu'il y avait un bébé du groupe perdant qui s'est retrouvé au milieu de l'autre groupe. Et ils avaient été chassés de l'autre côté de la rivière, le groupe perdant. Le petit sautillait entre ces autres singes sans vraiment réaliser, je pense qu'il n'était plus avec son groupe. Et la mère est restée des heures et des heures au bord de la rivière à l'appeler, mais lui, il a continué à bouger dans l'autre direction avec le groupe. Et puis là, moi d'abord, je me suis dit, quand ils vont réaliser que c'est pas un de leurs petits, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être violents? Est-ce qu'on doit... Normalement, on n'interagit pas, mais là, on va voir un petit se faire détruire. Est-ce qu'on est prêt à laisser ça ou pas? Et en fait, ils s'en sont occupés. Le lendemain matin, je suis arrivée et c'était un mâle subadulte, donc un adolescent, qui lui-même est orphelin, qui avait dormi avec le petit dans ses bras. Et puis la journée, c'était différents adolescents, jeunes mamans qui prenaient à tour de rôle le petit. Il avait heureusement plus que 3 mois, donc c'est l'âge où il mange de la nourriture solide. Donc autrement, il n'aurait bien sûr pas survécu s'il n'avait pas une femelle avec du lait qu'il avait adopté. Mais là, j'étais vraiment étonnée de voir ce côté. Après, voilà, c'était un nouveau-né, un tout petit. Et on sait, chez tous les mammifères, il y a ce côté d'attrait pour les nouveau-nés. Il y a ces anecdotes incroyables de tigres qui adoptent un bébé babouin et qui s'en occupe, une maman tigre, parce que voilà, il y a ce côté de s'occuper d'un petit qui a l'air vulnérable. Donc, quel est le mécanisme? Là, je ne vais pas du tout m'avancer là-dedans, mais en tout cas, il y a des comportements qui sont vraiment surprenants de s'occuper des autres auxquels je ne m'attendais pas. Oui, je pense comme Eric a dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comportements d'adoption, des choses comme ça qui sont souvent qui font réfléchir et autres. Et vous avez sûrement aussi vu des vidéos, par exemple avec Jan van Hoof, quand il voyait Mama, la chimpanzé qu'il n'avait pas vue depuis une vingtaine d'années, et au moment où elle va mourir, elle est là à lui taper dans le dos et tout ça. Et donc ça a fait pleurer tout le monde, et puis ça a fait que Frans de Waal a écrit son livre qui s'appelle La dernière étreinte. Et c'est toujours difficile. C'est-à-dire, moi, j'ai un cours sur les émotions animales à l'université, et ça fait partie de ces... je veux dire, comme Eric a dit, l'empathie, quand on la connecte effectivement à la relation mère-enfant et autres, elle s'explique assez bien au niveau des animaux. Après, toutes les parties de ce qu'ils comprennent, le côté par exemple sympathie, le fait qu'on comprend que l'autre est en souffrance ou autre chose, c'est très compliqué. On peut trouver des preuves qu'on veut. Souvent, on veut aussi souvent voir les preuves qu'on a envie de voir. Donc, c'est la manière d'interpréter les choses. On peut essayer de rester objectif. Après, moi, j'ai toujours envie de dire que c'est... Voilà, je disais qu'il y avait 8 millions d'années. On a évolué énormément en 8 millions d'années, mais il y a aussi une base commune. Donc, c'est un peu essayer de donner les deux choses, de comprendre que les primates sont particuliers. On est même au sein des... Linné, quand il nous a appelés les primates, c'est les premiers, c'est le premier ordre, parce qu'il avait aussi probablement l'intuition qu'on était particulier. Et on est déjà un taxon assez particulier comparé aux autres mammifères. Donc tout ça, on est des animaux très sociaux, et nous, on est encore plus sociaux que les autres. Donc c'est peut-être toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. À quel point on est intelligent socialement, c'est parce qu'on a une grosse base, mais que nous, on a poussé ça aussi très très loin. Ah. Oui, monsieur, oui. Alors, dernière question après pour madame. Après, on termine, oui. Bonsoir. Merci pour avoir fait cette présentation ensemble. Je trouvais que ça donnait une présentation très vivante. Ma question, c'est lorsque vous assistez à un comportement, une innovation, comme vous avez appelé ça, le fait d'utiliser par exemple la mousse pour les chimpanzés au lieu des feuilles, est-ce que vous faites l'hypothèse que ça ne s'est jamais produit dans les générations précédentes, ou ça peut être un apprentissage, un nouveau comportement qui
qui se manifeste, qui se perd et qui se remanifeste ensuite sur des générations suivantes. Parce que si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que vous avez vraiment assisté à quelque chose d'exceptionnel, enfin, que c'est le premier singe qui a compris que la mousse pouvait servir aussi comme outil pour pouvoir boire, et que ça ne s'est jamais produit dans toutes les générations précédentes. Merci pour vos compliments. En fait, pour le coup, on a essayé de convaincre les éditeurs de Nature et Science que c'était vraiment exceptionnel et ils nous ont envoyé bouler. Mais par contre, le papier maintenant a quasiment 500 citations, donc je pense que tout le monde est d'accord que c'était une observation qui était quand même assez exceptionnelle. Je vous dirais que je pense que c'est tout à fait probable que ça a été innové dans d'autres conditions et reperdu et autres. Parce que je pense que par exemple, on sait par exemple que le cassage de noix chez les chimpanzés, ça a été daté en Côte d'Ivoire à peu près 5000 ans, parce qu'ils ont pu faire justement des excavations archéologiques et tout ça. Nous, on ne peut pas le faire avec des substances qu'on appelle perishable, comme ici, qui se conservent pas. Mais moi, j'aime pas l'idée que la culture est quelque chose de statique. La culture, quand on en parle, c'est quelque chose de très dynamique et c'est tout à fait possible qu'on perde des comportements quand on n'en a plus besoin et qu'on en recrée des nouveaux. Là, en l'occurrence, il y avait un contexte, c'est-à-dire que nous, on pense qu'ils ont commencé à aller chercher ces ressources parce qu'ils ont perdu les palmiers qu'ils utilisaient, qu'ils mangeaient. Ils étaient en compétition avec les humains qui les utilisaient aussi pour sécher les feuilles de tabac. Et donc, du coup, comme il y en avait de moins en moins sur le territoire, fallait trouver un autre endroit. Il s'est avéré que toutes ces piscines de calcaire les intéressaient beaucoup. Et le fait qu'il y ait ça, ça leur a donné un petit peu la poussée écologique pour développer le comportement. Ça ne veut pas dire que s'ils trouvent une autre source qui ne leur demande pas d'utiliser des mousses, parce que les mousses, elles se trouvent qu'à certains endroits dans la forêt. Donc, si vous bougez un petit peu et que vous ne le trouvez plus, le comportement se perd. Donc je pense que si on voit quelque chose comme ça, nous on a eu de la chance, on a vu à un moment, on est sûr de nous, parce qu'on a pu démontrer que c'était pas là avant, on était là pendant 20 ans avant, au moins depuis 90, on savait qu'il n'y avait pas ça. Ça va sûrement disparaître, ça peut réapparaître, mais au moins on a pu documenter cette apparition et cette propagation pendant cette génération. C'est là où je m'arrêterai en fait. Okay, très bien. Dernière question pour madame, après on va terminer. Bonsoir et merci pour ce que vous nous avez dit jusqu'à présent. J'ai une question par rapport à votre rapport, vous, à eux. C'est-à-dire que vous êtes très proche de votre objet d'étude. Ils vous voient comme vous les voyez. Et je me demandais si vous aviez pris ça aussi comme variable dans leur comportement. Le fait qu'ils vous voient, qu'ils voient ce que vous faites, comment vous êtes, etc. en tant qu'humain. Donc, comme Thibault l'a évoqué avant, d'abord, on doit vraiment les habituer à notre présence. Les singes vervets que j'ai commencé à étudier, ils connaissaient les humains en tant que braconniers ou chasseurs. Donc, ils nous détestaient. Au début, ils nous fuyaient vraiment très loin. Et même si nous, on a une approche plus expérimentale, donc on leur a aussi amené de la nourriture pour en capturer, mettre des colliers. Ça ne suffisait pas de leur amener du maïs pour qu'ils se fassent copain-copain avec nous. Et maintenant, ils sont bien habitués. Une fois que toutes les femelles qui étaient adultes avant nous sont plus là et que tous les jeunes sont nés avec nous autour. Et maintenant, on a vraiment des singes qui se baladent tout autour de nous. Donc, ça prend très longtemps pour faire ce lien de confiance. Après, ils nous reconnaissent individuellement, ça c'est sûr. Moi, j'ai une équipe très grande, donc on a trouvé une petite astuce pour qu'ils reconnaissent les chercheurs plus facilement, c'est qu'on a tous la même casquette bleue quand on est sur le terrain et ça marche assez bien. Mais s'il y a deux nouveaux qui vont avec leur casquette bleue, ils pourront beaucoup moins bien observer les singes que si c'est un ancien avec un nouveau. Ça c'est sûr, et si on emmène des gens sans casquette bleue, là, ils ne sont pas contents du tout. Et grâce aux colliers qui nous montrent leurs mouvements, on a pu comparer des jours où on les suit et des jours où on ne les suit pas. Et ça nous a bien mis en avant que la première année, leur comportement était complètement perturbé par notre présence. Ils essayaient de se cacher, de partir ailleurs. Et après une année, les comportements des journées où on était là ou pas là ne changeaient pas. À part, bien sûr, si on fait une expérience, on amène la nourriture à l'arbre dortoir, là, ils restent plus longtemps là. Mais les journées juste d'observation, maintenant, ça ne change pas. Et on n'essaie vraiment pas d'interagir avec eux. Donc, on ne leur parle pas directement, on ne répond pas à leur agression, à leur mimique. Ils font des lip smacking,
qui sont un peu un signe affectif, ça on répond pas non plus. On essaye d'être plutôt comme une plante ou comme une pintade autour d'eux, puis des fois ils redirigent l'agression sur nous, parce que du coup on fait partie un peu du décor comme une pintade sur laquelle ils vont rediriger l'agression aussi. Mais voilà, on part pas en courant, on bouge pas, on essaye vraiment d'ignorer un maximum pour les observer le plus naturellement possible. Mais après, bien sûr, on voit des personnalités différentes. Il y en a qui s'intéressent, qui vont venir s'asseoir. J'avais un jeune mâle qui avait compris que pour éviter l'agression du groupe qui n'était pas bien habitué, il devait s'asseoir à 1 mètre de moi. Puis il s'asseyait, puis il me regardait pendant que moi je regardais les autres singes, puis il savait que s'il restait là, il était en sécurité. Donc il y a plein de personnalités différentes et puis des affinités qu'on développe, des singes qu'on apprécie plus parce qu'on trouve leur comportement sympa et d'autres qu'on trouve vraiment super méchants et on a ça. Mais après, bien sûr, la manière de prendre les données, on a des éthogrammes très précis qui codent les comportements et on essaye d'être le moins biaisé possible. Et chaque observateur doit passer des tests pour prendre les comportements de la même manière, pour essayer d'observer de la manière la plus objective possible. Tu as tout dit. Okay, très bien. Merci beaucoup. Merci de votre attention et merci à nos 2 intervenants pour cette présentation. Merci.